Salut André, Salut. je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à gants. Merci de me recevoir ici chez toi. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots, même si je pense que beaucoup de gens, ceux en tout cas qui regardent sur la version filmée, ont dû comprendre qui tu étais. Ça tourne autour de la course automobile, évidemment, avec les casques derrière. Donc voilà, je suis André Lotterer, coureur automobile depuis 1989 en kart et toujours actif en Formule E. Donc tu as une très très belle carrière derrière toi, et toujours devant toi aussi. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment c'est né justement dans ton enfance? Parce que je crois que tu as toujours baigné là-dedans, finalement. Exactement, ouais. Je suis vraiment né sur la piste. C'est grâce à l'activité de mon père qui était team manager et ingénieur. Et donc, il était déjà actif avant que je sois né. Et il travaillait pour un team en Belgique. Et bon, c'est pour ça que je parle français d'ailleurs. J'ai grandi en Belgique depuis que j'ai 1 an. Et c'était une écurie qui s'appelait RAS Sport et qui faisait des voitures de course circuit et rallye. Et donc, j'étais baigné là-dedans depuis tout petit. Et puis, il m'a emmené faire du kart quand j'avais 7 ans. Et puis voilà, maintenant, je suis ici. C'est quoi un peu tes premières sensations? Parce que au début, je crois que effectivement, il t'a amené un peu sur toutes les courses. Tu me disais même qu'à l'école, des fois, il t'emmenait avec des voitures de rallye, je crois, c'est ça? Oui, voilà. Bon, les voitures de rallye, elles sont immatriculées route et comme il était motoriste et parfois il voulait tester quelque chose, je pense qu'à l'époque c'était pas aussi strict et je me souviens je crois que c'était 85 ou 84, il a ramené une Porsche SCRS, donc une groupe B aux couleurs belga à la maison et il m'a amené à l'école avec, enfin à la maternelle donc ouais, je m'en souviendrai toujours. C'était il y a longtemps, mais c'est des moments qui restent assez marquants. Ouais. Il a dû t'emmener avec une conduite dynamique, j'imagine. Ouais, il était toujours assez dynamique en conduite. Ouais, je me souviens aussi. Bon, le trajet entre la maison, enfin entre la sortie d'autoroute et la maison, c'était un peu une petite étape sociale et il y avait un chouette virage et chaque fois je disais papa tire le frein à main et chaque fois il tirait le frein à main pour faire le virage bien. Et donc là, quand tu commences à te mettre aux cartes, tu découvres ça par le kart de loc, comme tout le monde un petit peu? Oui, voilà. Il y avait un circuit pas trop loin de la maison qui s'appelle Mariembourg et il a dit bon, on va aller faire du karting. J'étais déjà tout excité parce que bon, de grandir autour de ce monde du sport auto, des pilotes et tout, c'est quelque chose qui m'inspirait beaucoup. Et à cette époque-là, j'avais 7 ans et donc on va rouler et les cartes de log, ils étaient pas très rapides, mais il a vu que j'avais des bonnes trajectoires et il a vu que j'étais intéressé. Et puis on y est retourné une semaine après et pareil, j'aimais bien et le carte de log était pas assez rapide et il s'est renseigné et il y avait un marchand de cartes et on est allé le voir. Et donc il a demandé s'il y avait pas un kart pour moi, pour ma taille. Et on était devant ce kart et il m'a demandé vraiment si je voulais faire ça, si ça me plaisait. Et je dis oui, oui, oui. Mais il me fait écoute, c'est du sérieux, ça coûte des sous. Si tu veux faire ça, tu mets bien parce que tu vas pas t'enlacer et puis jouer au foot, et puis jouer au tennis, enfin changer d'avis. Si on fait ça, c'est d'ici à la Formule 1. Je fais ok, oui, oui, oui. Et donc à 7 ans, il te dit ouais. on va en Formule 1 direct. Voilà, je me souviens exactement. On fait ça sérieusement d'ici à la Formule 1. Et il voulait m'expliquer que c'est pas que un jouet aussi et que si j'ai vraiment un intérêt qui est peut-être un concept derrière. Donc bon, j'étais encore un enfant évidemment, mais en rentrant à la maison, je cours à la maison, je rentre et je dis à ma mère, maman, papa il m'a acheté un kart et puis bon elle. En le connaissant bien, comme il était très déterminé et perfectionniste, elle a tout de suite mis les mains sur la tête. Oh mon Dieu, l'aventure commence. Mais moi, j'en savais rien. Moi, au début, c'était juste pour s'amuser, quoi. Et mais bon, lui, il avait sûrement une petite idée en tête. Et surtout que je crois que même avant les cartes motorisées, t'avais déjà un peu testé le braquage contre braquage
Oui. Dans les paddocks, c'est ça? Voilà, dans l'atelier en fait, et le sol du garage doit être bien lisse. Donc quand les mécanos nettoyaient le sol, il a demandé de mouiller le sol et de me pousser, et ça l'amusait de me voir faire des drifts, quoi. Donc avant de passer au kart, j'avais mon kart à pédales avec lequel je jouais tout le temps dans le jardin, où je mettais le casque, et donc ouais, j'ai commencé en kart à pédales en fait. C'était une bonne école finalement, le fait de rouler sur du mouillé peut-être. Ouais, aussi. bon, bah, comme tous les enfants avec un baby kart, quoi, mais peut-être un peu plus poussé, voilà. Et donc là, t'as ton kart à toi, ton kart de compétition. Tu commences les compètes? Ouais, d'abord, on a passé une demi-année à faire aller le week-end ou le mercredi après-midi à prendre l'expérience, à rouler. Et donc, mon père s'est renseigné un peu s'il y avait des courses, si je pouvais participer. Et ma première course, c'était à Genk. J'avais pas 8 ans, je crois, encore. Et ils m'ont dit, ouais, tu peux participer. Et il y avait que, en minime, on n'était que 3. Et je me souviens, j'ai fini 3e, mais j'étais vraiment dans le recul, mais je savais pas comment dépasser. Et donc voilà, ça, c'était ma première course. Et puis, l'année d'après, j'ai participé au championnat et j'ai commencé à rouler en Belgique, à toutes les courses. Donc là, tu commences à rouler en championnat belge, à gagner beaucoup. Ouais, voilà, j'ai gagné je sais plus, c'est en 1990 le championnat minime en Belgique, et l'année d'après aussi. Et il y avait pas assez de comment dire de concurrence, où c'était pas, il y a pas assez de participants, et mon père s'est renseigné, et puis apparemment aux Pays-Bas il y avait un niveau très relevé, surtout en catégorie minime. Il y avait 20 ou 30 participants, et c'était limite l'attraction du week-end, c'était les minimes, parce qu'il y avait tellement de participants. Et donc on est allé faire le championnat en Hollande pendant 2 ans pour être plus pour prendre plus d'expérience avec de la compétition plus relevée, voilà. Et est-ce que c'est à ce moment-là aussi que les sous commencent à manquer parce que c'est très très cher? Oui, évidemment, c'est un sport qui est pas donné à tout le monde. Donc bon, mon père, il gagnait bien sa vie, mais un peu plus que la norme. Mais bon, nos frais, c'était bien plus que la norme dû au sport. Donc au début, ça allait encore, mais puis quand j'ai continué à monter les catégories en kart, à rouler en Allemagne, en Belgique, à faire 3 championnats en même temps, ça commençait vraiment à devenir difficile. Et donc ouais, mes parents, ils sont beaucoup sacrifiés pour moi. Ils ont fait pas mal de dettes aussi, où on savait pas trop si on pouvait continuer, ou on pouvait même pas payer l'électricité. Donc je me souviendrai toujours quand on était à la maison et l'électricité a coupé d'un coup, et on se regarde et on se dit, mais il se passe quoi là? Et mes parents étaient mais c'était vraiment c'était comme ça à la limite. Et on a pris le générateur du camion de cartes, et il y avait encore de l'essence dedans. Et puis on a changé une prise, on a fait 2 mâles, et on a plugué dans la maison, et ça a alimenté la maison. Et on a continué à regarder la télé, et essayer de trouver des solutions. Donc du côté de la famille de ma mère, mon oncle, il m'a énormément aidé, donc c'est aussi mon parrain. Mais lui, de son côté aussi, c'était ses savings, quoi, ses économies. Donc c'était vraiment ce qu'ont fait mes parents et ma famille. C'est quelque chose que j'admire encore aujourd'hui, qui est assez incroyable, parce que bon, ils avaient aucun patrimoine immobilier, aucune réserve, et ils ont tout mis là-dedans. Et moi, je continuais à gagner, donc il fallait continuer, parce que sinon c'était tout perdu. Donc heureusement, je commençais à gagner les courses internationales, et donc je devenais pilote d'usine. Je pouvais choper le matos gratuit, et je devais juste payer la préparation des moteurs, mais quand même mes voyages, et quand t'as pas de sous, c'est dur, quoi. Mais on a réussi quand même à se battre et à percer. Et Puis il y avait un équilibre aussi. Tu me disais que ton père était vraiment à fond. oui, donc voilà, forcément très stressé, et ta maman apportait un peu l'équilibre dans tout ça, quoi. exactement, ouais. Bon, mon père, dû à son expérience professionnelle, il voyait ça vraiment comme une mission. Donc moi, jusqu'à l'âge de 12 ans, parfois c'était,
veux pas dire que c'était too much, mais c'était sérieux, quoi. Et ma mère faisait en sorte que je puisse rester quand même un enfant et avoir une vie, on va dire normale en dehors et créer l'équilibre entre tout ça, ce qui était super important, parce que sinon ça peut être trop, tu vois. Et je me souviens toujours, il y avait un week-end de course où il y avait les 3 manches du championnat, et puis il y avait une course comme ça pour le fun. Et moi, j'étais focus sur les courses du championnat, et il était temps de faire la course à la fin là pour le fun, et moi je voulais pas la faire. Et mon père il comprenait pas. Je dis non, c'est bon, mon stress est descendu là, j'ai plus envie, parce que je savais que c'était quelque chose hyper important pour moi, pour ma vie, même en tant qu'enfant, et je me mettais beaucoup la pression, même si ça se passait très bien. Mais je savais que c'était quelque chose de décisif pour ma carrière, et je le traitais comme ça aussi. Donc t'étais ultra professionnel dès ton plus jeune âge en fait. Je sais pas, oui, peut-être pas professionnel, mais je savais que c'était important. Donc j'étais avant chaque course, je devais vomir, quoi. Je pouvais pas prendre le jour de la course, je pouvais pas prendre le petit-déj. Je sentais la nourriture, je devenais malade, et la tension montait, quoi. Après, j'étais pas nerveux, mais c'était une tension intérieure. Bon, après, ça m'aidait énormément à me concentrer, à tout donner. Et mais bon, une fois que je montais dans le kart, je mettais le casque, c'était bon, quoi. Mais quand même, c'est un stress, quoi. Quand t'as 9, 10, 11, 12, 13 ans d'avoir ça, c'est pas évident. Donc c'est quelque chose à gérer, et c'est pour ça que ma mère avait un rôle assez important. Tu le gérais plutôt bien, parce que je crois que à 13-14 ans, tu finis champion du monde de kart devant un certain Alonso. Oui. Oui, mon déclic, c'était quand j'avais 12-13 ans. C'est là que je le voulais vraiment, moi. Et je regardais les magazines de kart, et les pilotes d'usine, je voulais rouler absolument pour Tony Kart. C'était toutes les stars roulaient chez Tony Kart ou CRG, mais moi je voulais rouler pour Tony Kart. Et on était en contact avec les importateurs en Allemagne, en Belgique, et eux, ils ont fait en sorte que je puisse devenir pilote d'usine. Mais moi, dans les magazines, je voyais sur leur ponton, il y avait leur nom et Racing Team Tony Kart, et que les pilotes d'usine avaient ce sticker. Et moi, je voulais absolument ce sticker, parce que c'était synonyme de pilote d'usine, et que eux avaient ça. Et donc, c'était une petite motivation, mais c'est un détail qui était important pour moi, parce que c'est un truc qui me faisait rêver. Et donc du coup je commence à gagner les courses, et je deviens pilote d'usine, et le secrétaire de l'équipe là, il vient m'amener l'enveloppe avec un paquet comme ça, et de stickers avec mon nom. C'était le plus gros truc pour moi, d'avoir le sticker avec mon nom, pour pouvoir le mettre, et enfin pilote d'usine, quoi. Et j'ai gagné une course assez importante au début de l'année, au mois de mars, ça s'appelle le Trophée Margutti, où tout le monde vient, c'est comme un championnat du monde inofficiel. Et là, j'étais pas encore trop pilote d'usine, mais après avoir gagné ça, ils m'ont tout de suite pris dans l'équipe d'usine, et donc on a continué à faire quelques courses où ça marchait bien. Puis voilà, le championnat du monde, c'était au Portugal, et ça se passait bien qualifié. Et en finale, je bats Alonso qui fait 3e. Et donc là, c'est bien parti aussi pour continuer à un haut niveau en kart. Mais par contre, après, j'ai un peu grandi trop vite. Oui, on a ce problème-là, mais sauf que c'est un vrai problème pour les pilotes, quand même. Voilà, en kart, c'est un désavantage. Et donc, je me retrouvais un peu trop grand à l'âge de 15-16 ans comparé aux autres, et ça commençait à devenir difficile en perfo. Et donc on a regardé pour passer en voiture, en monoplace, mais évidemment sans sous, trop difficile, quoi. Et donc qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là, parce que là vous avez essayé de chercher justement des programmes. Voilà. En fait. Donc mon père, il a regardé un peu à gauche à droite, avec des connexions en Allemagne. Il y avait une équipe qui nous offrait un peu un programme pour rouler en Formule Renault, mais c'était pas vraiment un bon team, mais bon, on n'avait pas trop le choix, le luxe de choisir quelque chose. Et on a beaucoup réfléchi, et au final, on s'est dit non, ça va pas le faire, c'est pas quelque chose de bien. Et mon père a appelé un manager assez réputé en Allemagne. Il manageait Nick Heidfeld, Bernd Schneider,
Frank Biela, Tom Christensen, beaucoup de grands pilotes à l'époque. Il s'occupait même de la communication de Senna. Ouais, le marketing en Allemagne pour Ayrton Senna, donc c'était vraiment quelqu'un de renommé. Et donc on l'a appelé. Il a fait un peu ses recherches et tout le monde lui a dit que oui, c'est la prochaine petite star. Petite pépite. Voilà. Et parce que dans le karting en Allemagne, c'était bon. Je me suis fait un nom aussi parce que je roulais quand même en Allemagne aussi. Je gagnais les championnats, donc tout ça, ça m'a aidé à créer un nom dans le monde du kart. Et aussi grâce à Schumacher, l'industrie a commencé à beaucoup plus suivre ce qui se passait dans les autres catégories. Et donc il a appelé son manager et il a fait ses recherches et il a dit ok, c'est bon, je prends André sous mon épaule. Sauf qu'on a dû signer 10 ans avec un pourcentage assez élevé. T'es fait un petit peu saigner finalement. Voilà, mais bon, on n'avait pas le choix. Et puis lui, il m'a ouvert les portes et il m'a tout de suite mis en Formule BM, dans la filière. Il m'a trouvé Red Bull comme sponsor, un peu de soutien par même BM. Et là, j'ai gagné, je sais plus, 15 courses sur 18. J'ai même gagné ma première course en général parce que les 10 voitures de la filière faisaient partie d'un championnat où les autres voitures avaient 20 ou 30 chevaux en plus, qui était en team privé. Et j'ai gagné au général la première course sous la pluie. Et donc, tout de suite, je me suis fait un nom. L'année d'après aussi, j'ai gagné. Et en gagnant ça, j'avais aussi le soutien de la fédération et puis Red Bull. Tout le monde commençait à vouloir me soutenir. Donc là, on a vraiment passé un cap. Et mais quand même, pour apprendre plus, on s'est dit il faut que je roule en international aussi. Donc on a fait le championnat d'Europe de Formule Renault, qui était bien très disputé. Et là, j'ai gagné une course. J'ai pas fait toutes les courses parce qu'on n'a pas le budget, mais j'ai beaucoup appris aussi. Et comme je gagnais beaucoup, Red Bull, ils ont financé ma saison en Formule 3 en l'an 2000. Je gagne, je fais troisième à la première course, et puis je gagne assez tôt, au début de saison, quelques courses. Et là, je me retrouve à avoir plein d'options pour aller, pour être soutenu. Bon, par Red Bull, il y avait une route. Il y avait une route par BM pour aller en F1, et une route par Jaguar aussi pour me soutenir pour aller en F1. Dans ce cas-là, est-ce que tu as ton mot à dire ou c'est vraiment ton agent qui gère tout de A à Z? Mais on a décidé un peu ensemble, mais bon, c'est lui qui a quand même décidé. Mais je me souviens, il dit appelle Gerhard Berger, c'était le patron de BM à l'époque. Moi, il m'a filé son numéro. Je vais appeler Gerhard Berger. J'ai 16 ans ou 17 ans. Donc je l'appelle et je me souviens plus de la conversation, mais voilà. Et je crois qu'ils m'ont fait comprendre qu'ils voulaient bien me soutenir pour me monter, mais la voie Jaguar, c'était la plus directe pour aller en F1. Et donc je fais ma saison de F3 et puis je signe pour Jaguar et ils avaient un team de F3 en Angleterre. Donc, je passais en Angleterre et je faisais les courses là-bas. C'était pas facile au début de trouver mes repères, mais j'ai quand même fait quelques bonnes perfs. Mais les Marlboro Masters, qui est une grosse course de Formule 3 où tous les championnats nationaux se rejoignent là j'ai fait deuxième. Donc j'ai quand même fait des chouettes trucs. J'ai eu une victoire, quelques pôles. Mais championnat très relevé. Mais en parallèle, j'ai eu la chance qu'ils ont viré le pilote d'usine, le pilote d'essai du team F1. C'est quoi l'histoire un peu qu'il y a derrière? Ouais, l'histoire elle est pas trop cool pour lui et bon, c'était peut-être un peu un chaud lapin et il s'est arrêté au bord d'une route pour parler à une certaine dame qui travaillait, je pense, et c'est pas permis en Angleterre de faire ça, donc il s'est fait arrêter et donc son nom était dans les journaux locaux. Et du coup, le team, ils ont vu et ils l'ont viré. Et c'est une opportunité pour toi. Voilà, suite à ça, je me suis fait appeler dans. Et en plus, moi, je traînais avec lui. On habitait dans le même. Bon, pas ce jour-là, dans le même complexe. Et t'es devenu pote avec lui un petit peu? Ouais, on était des bons potes, quoi. Et il me raconte ça un soir. Et 2 semaines plus tard, c'est la vérité, quoi. Et donc. Et c'était Bobby Rahal, le patron de Jaguar à l'époque, et il m'appelle à son bureau, il me fait « Hey André, I want you to do some testing. » Je fais ouais, « C'est top ça, je roule en... » Et c'était assez rapidement, donc je me suis vite retrouvé à faire
je pense 12 ou 15 jours d'essai. Donc, j'ai fait des tests F1 à Manicourt, à Monza, Silverstone, Barcelone. Donc, c'était cool, quoi. Là, tu vivais vraiment le plus haut niveau que tu voulais atteindre, quoi. Ouais, voilà. Bon, après, mes premiers tours de roue, je les avais déjà fait après ma première saison d'F3, fin l'année 2000. Je venais d'avoir 19 ans. Et ça faisait partie un peu de mon contrat avec Jaguar. Et puis ça a accéléré les choses. Mais sauf que, enfin, ça se passait bien. Je fais des bonnes perfs. Je me fais deuxième temps à des essais privés, enfin des essais où tout le monde était à Monza. Mais il y avait pas mal de politique, de changements de patron. Donc tous les gens qui me soutenaient, ils sont partis. C'était un peu une autre dynamique. Niki Lauda qui est arrivé, il avait un peu des intérêts différents ou des influences différentes pour avoir d'autres pilotes. Et donc je me suis retrouvé sans rien à un moment donné, à pas faire de course, à être juste de pilote de réserve chez Jaguar, aller au Grand Prix en 2002. Et pas faire de course. Je fais une course de Champ Car en fin d'année pour essayer de percer là-bas, mais le championnat il a changé. Les constructeurs sont passés en IRL où c'était que les ovales, donc ça m'intéressait pas. Et je suis devenu assez pote avec Eddie Irvine et son management et ses potes qui traînaient aux courses. Et lui, il a une historique au Japon. Il a fait des courses au Japon. Et son manager me dit, écoute, pourquoi pas, t'aimerais pas aller au Japon? C'est une bonne opportunité pour toi, parce que bon, pour des gars qui ont pas de sponsor, qui peuvent pas se payer la GP2, comme moi j'étais soutenu par des grosses structures, mais j'avais pas un sponsor perso, comme Parachute. C'était quoi ta position par rapport à Red Bull à ce moment-là? Ben, en fait, on a quitté Red Bull puisqu'on a choisi Jaguar. Ouais. Donc, t'avais d'ailleurs vécu une petite anecdote quand même marrante par rapport au Grand Prix de Monza. Si t'avais, justement, je crois que t'avais fait un podium. Oui, Dietrich Mateschitz, qui est le patron de Red Bull, est venu nous voir à des essais de pré-saison en F3, c'était à Manicourt. Et il fait au lunch, il nous dit si un de vous deux termine sur le podium à la première course, j'ai une petite surprise pour vous. Je dis ok. Donc moi je fais 3 à la première course, à la radio je dis c'est bon, il y a un cadeau là. Et bon, quand je sais pas, t'as 18 ans, des trucs comme ça ça t'excite quoi. Et donc quelques mois plus tard, il nous invite à Salzbourg en Autriche, et puis mais il était pas avec nous, et mais son staff il nous emmène dans son hangar où il y avait tous les avions et tout, et puis il disait bon allez montez dans le jet. On savait pas ce qui nous attendait. On monte dans le jet, on atterrit en Italie, l'hélico, et puis l'hélico il va à Monza au Grand Prix. Le jour de la course, on regarde la course, et pareil, la course est finie, bus vers l'hélico vers le jet, et le retour vers Salzbourg. Et le retour, les pilotes, ils ont fait tout pas à l'altitude normale, mais en rase mode, ouais. dans les canaux, dans les Alpes, quoi. L'avion qui faisait bip bip non-stop, j'avais les mains moites, je regardais au hublot, je voyais que de la montagne, et eux ils se faisaient un kiff quoi. C'était des zigzags. Zigzag entre les Alpes, tranquille quoi. Donc mais bon, c'était un chouette cadeau. Ouais. Donc pour en revenir à ton parcours, tu t'intéresses au Japon. Comment ça se fait un peu? Comment ça se goupille? Ouais, donc il m'ouvre des contacts là-bas, parce que mon manager que j'avais en Allemagne, il était un peu en bout de chemin, et il n'arrivait pas à trouver quelque chose de bien. Donc lui, Enrico Zanarini, il m'a ouvert les portes là-bas. Donc je suis parti faire un test assez tard, au mois de février. Donc c'était déjà dans la saison, parce que un pilote les a plantés pour aller en F1, notamment Ralph Fährmann. Il est allé rouler pour pour Jordan. Et ils me disent, mais par contre, dites-lui de faire ses valises pour 4-5 mois, parce que si on le prend, il reste. Ok, bon, je fais une grosse valise, je dis à ma copine, et j'écoute, j'ai pas trop le choix, hein, je vais aller voir ce qui se passe. Sachant que tu viens de t'installer en Suisse, c'est ça? Voilà, je commençais à gagner bien ma vie, mais pas dingue, quoi, mais je me suis déjà fait un petit setup en Suisse pour être un peu organisé, quoi, au cas où, dans le futur. Et je fais le test, et c'était contre 2 autres pilotes, il y avait Romain Dumas et Sébastien Philippe. Et Benoît Trélulé était là aussi pour soutenir son pote Sébastien, et on a tout de suite sympathisé.
Enfin, soit le test, ils me prennent moi. Donc, j'appelle ma copine et je dis, écoute, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai le job. La mauvaise, c'est que il manque un zéro au salaire. Donc, il y a vraiment pas grand chose. Et est-ce que tu peux déménager de l'appart? Parce que moi, je dois rester là et je peux pas continuer à payer, quoi. Donc, elle était cool. Elle a fait ça et, elle est venue me rejoindre. Mais la première course là-bas, voilà, j'ai fait deuxième et puis j'ai fait 15 ans au Japon. J'ai chaque fois un contrat d'1 an. Les premières 3 années, c'était dans le team Nakajima. Et après ma 3e saison, j'ai eu des offres pour plein de teams. J'ai réussi à faire monter les enchères, à gagner mieux ma vie, à déménager à Tokyo. Donc j'ai choisi d'aller avec le team Toms, Toyota Team Toms. Parce qu'au début, effectivement, tu me disais que tu gagnais très peu ta vie et que tu avais même négocié pour qu'ils te sortent oui, un peu voilà, plus avec les mallettes et tout. Nakajima, il m'a filé un petit salaire. C'était bien pour survivre, mais pas plus, quoi, pour me payer à bouffer. Et c'est dans l'équipe, ils avaient aussi une voiture en Super GT, une Honda NSX, avec laquelle on jouait toujours sur Gran Turismo, avec l'entrée d'air en haut. Ça me faisait rêver, ces caisses dans le jeu. Et je la vois dans l'atelier. Waouh, c'est dingue cette caisse, et je les ai fait chier non-stop pour pouvoir rouler avec. Donc en mi-saison, ils ont dégagé, parce que c'est 2 pilotes, c'est des petites courses sprint endurance avec un changement de pilote. Donc ils en ont dégagé un et ils ont mis moi. Et je dis, écoute, ça va que tu me donnes un peu plus de salaire, quoi. Ok. Il me file $5,000, c'est un peu juste, quoi, mais un peu, ok. Puis il ouvre le coffre de sa voiture avec sa mallette, mais c'est difficile. Et il me donne encore 5,000. Ok, quoi. Ça va. Merci. Mais bon, après, je me suis investi et avec mes résultats, j'ai quand même augmenté. T'as pu faire monter les enchères entre les teams qui te voulaient, peut-être? Voilà, j'ai plusieurs teams qui me voulaient. Donc, j'ai choisi d'aller vers ce team. Et donc, j'ai dit à ce team, ok, je vais prévenir mon team que je les quitte. Mon team me dit, mais combien ils t'ont offert? Je dis, autant. Ils me réoffrent la même chose. Donc, je dis, ok, je les appelle. Et je dis à l'autre team, mais ils offrent pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais combien tu veux? Plus. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, stop, fini. Je viens chez vous. Et même à ce moment-là, l'autre team, il se dit, mais je peux te donner un petit peu plus encore. Tu veux pas rester? Je dis, non, c'est bon, là. J'en arrête. Et du coup, je suis parti rouler pour Toyota Team Toms. Gagné la première course en Super GT, le championnat dès la première année. Et ouais, c'est vraiment une nouvelle vie qui démarre, à vivre à Tokyo, socialement aussi. Je découvre plein de potes, j'ai vraiment une vie cool en ville. Quand t'as 25 ans, moi j'ai grandi en campagne, tu mets un gamin de 25 ans en ville comme ça, c'était Disneyland, quoi. Donc ça, plus les top courses, les voitures rapides, c'est vraiment génial. J'avais aucune intention de revenir en Europe. Le seul truc qui me faisait rêver de revenir en Europe, c'est peut-être rouler pour Audi au Mans, parce que c'était une opération de ouf. J'ai eu quelques opportunités de faire des tests en DTM, je les ai faits, ils m'ont offert un deal, mais sinon, je préfère rester au Japon, rouler en monoplace, rouler en monoplace qui sont super rapides, en super GT, c'était dingue, quoi. Et je gagnais plus que ce qu'ils m'ont offert aussi, en plus de ça. Puis t'avais un bon mélange vie perso, vie pro. Ouais, voilà. T'es devenu très pote, je crois, avec le patron de l'équipe aussi. Oui, exactement. C'est comme devenu mon père spirituel, quoi. Mon père japonais, avec qui je suis encore pote aujourd'hui, et on se parle souvent. Donc c'était vraiment top. Et puis je partageais aussi ma vie avec une copine que j'avais là-bas. On habitait ensemble. Mes années célibataires étaient top aussi. Donc vraiment aucune envie de rentrer, quoi. Donc et c'est à quel moment que tu apprends que Toyota va lancer un programme en LMP2? Ouais, c'était des rumeurs en LMP1 excuse-moi. assez tôt. Donc je pense qu'en 2007, 2008, c'était des rumeurs. Donc je commence à m'intéresser pour Le Mans. Bon, j'étais très proche de Benoît Tréluyer et aussi Loïc Duval qui couraient au Mans et qui m'ont dit c'est top, faut que tu fasses Le Mans. Mais bon, difficile, aucune expérience au Mans, comment percer. Donc je commence à appeler un petit team en MP2. Ouais, mais il faut du budget à gauche à droite. Donc
dur de percer parce que moi je voulais un peu prendre de l'expérience au cas où Toyota vient parce que j'ai un bon lien, ils m'aimaient beaucoup d'aller au Mans, mais j'étais en connexion avec un collègue de la F3 qui avait une équipe, Colin Colles, parce j'ai vu qu'il a annoncé 2 voitures dans le championnat d'endurance, des R10, c'était des voitures qu'ils ont rachetées à Audi parce qu'ils sont Audi est passé à la R15. Donc je l'appelle tout de suite, j'ai écoute, ce qui est moyen de rouler chez toi. Il fait écoute, ouais, on aimerait bien faire une voiture avec 3 pilotes pro et une voiture avec 3 pilotes payants, quoi. Je dis ok, cool. Bon, le temps c'est cool. C'était en début d'année. Je le rappelle, j'ai écoute, ça se passe comment? Ouais, pas si facile. Ok, il faut du budget. J'ai quoi, combien? Moi, ça fait des années que j'ai pas de sponsor. Je suis pilote pro, quoi. Ouais, 250 000 pour faire le Mans. Il me fait ouais. Ah bon, ok. Ouais, écoute, c'est mort. Moi, je passe ça. Le temps continue un peu. Je sais pas, on est à 2 semaines avant le Mans ou 3 semaines. Bon, il se passe quoi? T'as pas annoncé tes pilotes? Est-ce qu'il y a toujours une chance? Tu venais de faire Spa, toi, juste avant? Non, je venais de faire les 24 heures du Nürburgring. Donc, ça s'est super bien passé. Et il m'a dit, ouais, c'est peut-être intéressant parce que tu as bien fait les 24 heures de Nürburgring, parce que ces pilotes n'avaient pas d'expérience en endurance. Et il me fait, mais essaye quand même de trouver un petit budget, quoi. Et j'appelle mon pote au Japon qui est quelqu'un d'extrêmement généreux, Shiga-san, qui m'a sponsorisé un petit peu pour que j'ai un peu plus d'argent de poche au début, quoi. Il a un bon business au Japon et il m'a toujours filé un petit coup de pouce. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, j'ai une opportunité, ça peut être cool, Le Mans, dans une bonne équipe, on est l'MP1, est-ce que tu peux m'aider? Il me fait, ouais, ok, je te file 50 000 dollars. Et je dis au team, écoute, moi j'ai 50 000, mais eux ils voulaient 50 000 euros, il manquait 15 000, et je les ai mis de ma poche avec mon oncle. Donc, mais ça c'était vraiment à 10 jours avant la course, quoi. Et donc tout se passe bien, les essais se passent bien, les essais de nuit, je fais vraiment de bons temps, pas trop loin des audits d'usine. Et avant le départ de la course, donc je partageais la voiture avec Narain Karthikeyan, qui était un ex-pilote d'F1 d'Inde. C'est le premier Indien qui allait participer aux 24 heures du Mans. Et Charles Wolfsman, un Hollandais. Et donc c'est Narain qui part en grille et gare la voiture en grille et il va pour aller faire pipi comme on le fait tous avant la course. Et il saute le mur le muret de stand et de l'autre côté il tombe et il se déboîte l'épaule. On est tous choqués, on fait quoi? Lui il était en douleur, il pouvait pas rouler. Donc bon, on fait la course à 2 et ça c'était ma chance parce que dans ce team, comme il roulait avec une Audi, il fallait avoir des ingénieurs qui faisaient la gestion du moteur pour gérer toute l'électronique qui était de Audi Sport. Et ils ont vu mes performances et il y avait même un ingénieur, un leader de projet qui a été un peu mis de côté du team d'usine et donc il est venu nous aider nous et ça s'est pas bien passé au team d'usine et donc ils l'ont repris, ils avaient le projet de le reprendre plus tard comme leader de projet, mais entre temps il était chez nous pour cette course et moi j'ai fait une top course, j'ai fait 13 heures. C'est énorme, parce qu'il faut dire que tu étais bien préparé physiquement parce que voilà, très jeune, ton père t'a toujours aussi exactement, voilà, il m'a toujours fait comprendre que c'était important d'être bien préparé physiquement et donc j'avais mon entraîneur et on est allé en Autriche faire vraiment des gros entraînements d'endurance. Donc physiquement j'étais prêt, pilotage j'étais prêt parce que j'avais un peu d'expérience d'endurance du Super GT avec les changements de pilote, des voitures rapides en Super Formula. Donc pour moi c'était juste s'adapter au Mans, quoi. Donc niveau pilotage c'était rien de compliqué, on va dire. Et donc ouais, on termine la course, je dois faire 13 heures, je pense, mais mon équipier, je l'ai pas vu, du coup, parce que chaque fois, on se voyait en sortant, en rentrant de la voiture.
Et après la course, cet ingénieur me dit, écoute, on aimerait bien avoir quelqu'un comme toi dans le team parce qu'il va y avoir des changements et ce serait cool. Tu lui as offert un casque, c'est ça? Voilà, je lui ai offert un casque aussi pour me remercier de tout ça. Et, et du coup, en fin d'année, au mois d'octobre, décembre, j'ai eu mon premier contrat Audisport, quoi. Donc, je fais une participation au Mans et je suis tout de suite rentré. Comment tu te sens à ce moment-là? Parce que là, tu touches Là, au Graal directement. En fait. Je sais pas, je devais me pincer pour croire que c'était vrai. Et le plus cool de tout, c'était que mon équipier, c'était mon meilleur pote, Benoît Tréluyer. Ils l'ont pris sans même le tester. Ils ont vu que nous, on est potes. Il fait des performances au Japon comme les miennes, ou si pas mieux. Et ils l'ont invité à un test en DTM, à une audition, mais il n'est pas venu parce que voilà, ça l'intéressait pas. Et il faut dire aussi que bizarrement, ce leader de projet était très proche d'une journaliste qui venait à chaque fois au Mans, mais qui était japonaise. Et elle, cette journaliste, était fan de nous, de Benoît et de moi, parce que on faisait du bon boulot et humainement, on était accessible. Et elle a toujours mis la puce à l'oreille à cet ingénieur. Elle nous a toujours vendu à lui. Donc, du coup, il était intéressé grâce à elle. Et Benoît, ils l'ont pris sans le tester. Et chez Audisport, les gens se sont dit, mais c'est qui ces deux gars? Ils viennent du Japon, personne ne les connaît. Bon, moi, on me connaissait un peu à mon passé en Allemagne et bon, j'ai quand même montré que je savais rouler. Mais Benoît, il est parti hyper tôt au Japon. Il sortait de nulle part, quoi. Il sortait de nulle part. Donc, politiquement, il y avait quelques personnes qui disaient, mais c'est quoi ce truc, quoi? Donc là, on est en 2009, c'est ça? Fin 2009 et donc on signe pour la première saison 2010 et puis moi mon début catastrophe quoi. Tous les essais nickel, j'étais rapide, ça se passait bien intégré dans le team. J'aimais pas trop la voiture mais bon je faisais avec et tour de chauffe à Spa au 1000 km tête à queue mais il faisait moins 15 quoi, il faisait 6 degrés, les pneus ils étaient froids, j'ai essayé de les chauffer un petit peu et whoop, elle part à 60 à l'heure, je tape le mur, suspension pétée, course niquée. Pas dingue, quoi. Bon, pas super en confiance. Et Le Mans, on arrive là, tout se passe bien, mais on était loin des Peugeot. Mais par chance, les Peugeot, ils ont tous cassé leur moteur. On se retrouve deuxième. Et j'essaie de cravacher pour monter sur les copains qui étaient dans l'autre Audi. Et je remontais et à Arnage, je bloque un petit peu la roue, je tape tout droit, je casse le nez, rien de méchant, je rentre, on change le nez. Mais bon, la course était réglée, on fait deuxième. Pas un mauvais résultat, mais bon, il y avait moyen de gagner, un peu par chance, mais il y avait moyen. Donc, une autre course, j'ai fait une erreur. Et puis, en fin de saison, le Dr. Ulrich nous demande de faire le petit Le Mans à Road Atlanta, une course aux États-Unis. Les essais, ça se passe bien, pas d'erreur, alors que les équipiers, Tom, Dindo et je sais plus qui, ils sortent un peu de la piste, ils ont tous cassé une coque. Et moi, il m'arrive rien. Et en course, je fais un petit peu l'extérieur à une GT. Et j'avais l'habitude au Japon, on pouvait passer toujours à l'extérieur. Et là, il y avait qu'une ligne, je passe un peu dans la poussière. Je mets une demi-voiture dans l'herbe, le museau s'écrase, course finie. Donc, toutes mes 3 courses, il y avait une erreur dedans. À chaque fois, une erreur, un apprentissage. Voilà, une erreur d'apprentissage, les pneus froids. Arnage, c'est un peu vicieux. C'est le seul virage qui est un peu vicieux au Mans où il faut toujours faire attention. Et la course aux États-Unis, un peu en dehors de la trajectoire, qui pardonne pas d'erreur. Et j'ai rendez-vous chez le docteur Ulrich et il dit ouais, le bilan c'est pas top. T'es rapide et tout, mais je dis ouais, je sais, je l'avoue, mais c'est pas moi. Vous avez vu aux essais, tout se passe bien, aucune erreur et tout. Et c'est des erreurs d'apprentissage que je peux facilement ne pas refaire. J'ai vraiment l'impression que je suis en contrôle de ce que je fais et les essais le reflètent. Fait oui, c'est vrai. Et il a eu un rendez-vous avec Benoît et Marcel, mes équipiers. Qu'est-ce que vous pensez d'André? Qu'est-ce qu'on va faire? Et il s'est dit non, il faut rester avec. Et donc
les choses se développent beaucoup dans cette catégorie et on passe à une voiture, la R18, cockpit fermé et je vais faire les premiers tests de développement. C'est fin 2010 et après c'est le lendemain. C'est le lendemain d'une fameuse soirée où ça s'appelait la finale Audisport où Audisport invitait tous leurs clients qui roulaient en GT3 avec les R8. C'était une grosse fête. Et nous, Tom Christensen et moi, on prenait l'avion de nuit pour aller à Miami pour faire les tests en Floride. Et je demande à Benoît, est-ce que je peux avoir les clés de ta chambre pour changer? On n'a pas envie de prendre l'avion en costard. Et je suis avec Tom dans la chambre et je regarde, je dis mais on va aller retourner la chambre là, on va pas lui laisser la chambre comme ça. On lui retourne la chambre complètement, je lui retire le matelas, je le cache derrière le rideau, je lui mets des chips, du mini bar partout, on enlève les ampoules, on met le chauffage à fond, enfin, on lui retourne toute sa chambre. Donc lui, il fait la fête avec en fin d'année avec tout le monde et il va se coucher dans ce lit parce il s'en est pas rendu compte. Le matin, il m'a expliqué, il se relève et les genoux assez haut comme ça, il a pas trop compris parce qu'il manquait le matelas et il loupe son vol et tout. Donc ça, c'était une petite anecdote. Mais vous aviez l'habitude de faire justement des ouais, il fallait faire hyper gaffe de pas laisser traîner la clé de chambre d'hôtel. Moi, je l'ai laissé traîner une fois. On était en test à Sebring. Je rentre dans ma chambre, je finis ma journée, je vais à la toilette, je fais pipi et ce bruit de tambour, je me dis c'est quoi ce... Et puis je me rends compte que ils ont mis un cellophane, c'est ça, ouais. Bien tendu sur la toilette. Et bon, une fois que tu commences, c'est dur d'arrêter, quoi. Donc voilà, ils m'ont eu, et, ils étaient morts de rire. Mais ouais, on faisait toujours ça. Puis moi, j'ai eu Ben une fois à Spa. Parce qu'on a partagé la caisse de log, je lui ai fait les clés de la caisse, j'ai oublié des trucs dans la caisse, je vais chercher, lui était occupé. Et en chemin, je passe au catering, je demande de la farine, je dis, qu'est-ce que tu veux de la farine? Non, t'inquiète, donne-moi de la farine. Et je vais à la voiture et je bourre la ventilation de farine, je nettoie tout, je mets la ventilation à fond pour que quand il allume, ça... Donc je me cache derrière, une fois que la course était finie, je regarde et il allume et pouf, rempli de farine, quoi. Donc voilà, on s'est quand même bien marré. Donc là, tu pars pour les essais? Je pars pour les essais et dès les premiers tours de roue, la voiture m'avait comme un gant parce qu'on est quand même passé d'un, je sais plus, je crois que c'était un V10 diesel ou un gros diesel à un V6 qui était hyper léger. Donc la voiture, j'ai retrouvé des sensations de Formule 3 très agile et ça m'allait beaucoup mieux. Là, j'ai pris un boost en confiance et il y a les 1000 km de Spa et je me dis là, une course sans faute et c'est bon, c'est reparti parce que je pétais tout le temps les chronos, quoi. Et donc je prends le départ, tout se passe bien, je McNish derrière moi qui essaie de me faire appel de phare au premier tour, il fait un tête à queue derrière moi au combe, au virage 5. Je fais la course, après on a une erreur de stratégie et on fait pas un bon résultat, mais moi à l'intérieur de moi, j'ai fait ce qu'il fallait et donc je commençais à reprendre ma confiance qui est hyper important dans ce sport. Et on va au pré-test au Mans, aussi très rapide. Le team à la radio il me dit ralentis. Je faisais mon meilleur tour et j'étais vert, je ralentis. C'est Tom qui fait le meilleur temps. Pour pas montrer les performances et... Ouais, pas montrer qu'on va trop vite, quoi. Et donc du coup, c'est Tom qui a hérité le meilleur temps. Dans la presse, c'était marqué Christensen plus rapide au Mans et moi, j'avais pas encore réussi quelque chose, quoi. Ça m'énervait. Enfin, soit on était un peu les underdogs et... T'étais rassuré aussi parce que tu le disais tout à l'heure, t'es grand. Et il t'avait fait une précoque pour vraiment voir que... ça me donnait confiance aussi parce qu'il me faisait appel à moi parce que j'étais le plus grand pilote et il me mettait dans le concept des voitures du futur qui planifiait déjà 2 ans à l'avance. Et il faisait une précoque en bois pour voir les gabarits. Et comme j'étais le plus grand, il voulait être sûr que ça m'aille aussi. Donc... je me disais, bon, il planifie avec moi dans le futur parce qu'à ce moment-là, j'avais qu'un contrat d'1 an en 2010 et 1 an en 2011. Et donc 2011, c'est super bien passé puisque là, c'est notre première victoire au Mans avec une course de dingue.
je fais la pole et on part en course, mais contre Peugeot, c'était hyper serré et contre les copains aussi. Sauf que bon, McNish il fait un gros crash en début de la course, assez impressionnant là après la chicane Dunlop. Donc une voiture out. Au début de la nuit, Mike Rockenfeller sur la grande ligne droite en allant vers Indianapolis, il se fait serrer par une GT. Il va dans l'herbe, voiture détruite, donc toutes les deux voitures out, il restait que nous. Et je pense qu'on était devant eux, on se bagarrait avec une Peugeot, je sais plus quelle position on était. Enfin, soit on change 40 fois de position entre la tête et deuxième, les stratégies, c'était vraiment comme ça. Et Benoît, il fait un relais des relais de dingue. Il a fait 5 relais sur le même train de pneus. Donc ça, c'est vraiment, on a sorti notre Joker, qui était notre 5e relais, on a préparé ça pendant les essais pour voir qu'on puisse rouler le plus longtemps possible avec un train de pneus et économiser un arrêt. 4 relais, c'est ça. Ouais, 4 relais, c'est standard, c'est déjà beaucoup. Mais 5, c'était dingue parce que ça faisait, je crois, 710 ou 750 kilomètres. C'est énorme. Énorme. Et donc ils me remettent dans la voiture pour faire la fin. Normalement, je pense que c'était le tour à Marseille, mais je faisais des bons temps et ils m'ont dit est-ce que tu peux remonter? J'ai dit ouais, c'est bon. Et c'est à mon tour de faire. J'ai fait 3h47 dans la voiture à fond tous les tours. C'était maintenant, même aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait quoi. 3h45 à la limite. À chaque freinage, quoi. Mais c'était assez intense parce que, ouais, on jouait à la chasse à souris avec la Peugeot. Et il a commencé un peu à pleuvoir, ils sont repassés devant, puis on a changé de stratégie, je commençais à réattaquer, et puis moi j'ai cru qu'on était deuxième. Et Lina, notre ingénieure, elle m'annonce les écarts, ouais, 12 secondes, tour d'après, 13, 15, 17, et moi je prends des risques de malade parce que je me dis mais comment ça se fait que là je mets tout bien en place, on était toujours plus ou moins égaux et maintenant comment ça se fait que je perds autant de temps quoi. Donc là t'es à 101%. Ah oui, je double des mecs dans le double gauche dans les sports, ce que tu fais jamais. Je serrais, j'ai fermé les yeux, je passais des risques de malade et le gap 20 secondes, 22 secondes, 23, je me dis mais merde, on perd la course là. Et bon, il était temps de rentrer. En plus, c'était le gros stress parce que à la fin de mon relais, je commence à avoir une crevaison lente. Et si je rentrais le tour que tu aurais dû rentrer à cause de la crevaison, ça aurait pas, on aurait dû re-rentrer à la fin pour mettre de l'essence pour un tour, quoi. Donc le team, il fait, il faut qu'il continue, ils m'ont fait économiser un peu d'essence pour continuer le tour en plus la crevaison. Donc c'était plein de trucs ensemble qui dans ta tête c'est le bordel là. C'était le bordel quoi. Et mais bon, tellement focus, adrénaline, et je rentre et moi je savais pas que j'étais premier et que j'ai creusé cet écart et ils me mettent 4 pneus neufs. Je ressors et je vois la Peugeot dans mon rétro 6 secondes derrière, on est rentré en même temps. Je dis, bon, pneus neufs, ils sont derrière, donc ça veut dire que j'étais devant en fait. Et là, je dis bon, ok, allez, c'est bon, dernier relais. Et là, j'ai creusé l'écart de 6 secondes à 13 et on a gagné la course comme ça. Et ouais, c'était juste. C'est encore ton plus beau souvenir de course? Oui, de loin parce que déjà Le Mans, d'y participer chez Audi. Et puis de jouer la gagne et de la gagner, et de se retrouver là en haut avec ton meilleur pote, c'est juste dingue. Ça me fait encore des frissons maintenant. Et c'est un accomplissement. C'est de dire merci aux gens qui t'ont aidé. C'est vraiment d'avoir réussi dans le sport. Que tous les sacrifices n'ont pas été faits pour rien, quoi. C'est juste ton papa qui a pas vu du coup ta victoire parce qu'il était parti 2 ans avant, c'est ça? Exactement, ouais. Malheureusement, il est décédé en octobre 2009 où je lui ai expliqué que j'allais devenir pilote d'usine Audi et il a encore pu emmener ça avec lui parce que pour lui c'était le plus grand rêve de me voir pilote d'usine. Il préparait des Audi aussi à l'époque et c'était quelque chose
parce qu'il a tout donné, et de me voir réussir à un plus haut niveau. Bon, il aimait bien ma carrière au Japon, mais un truc comme ça, c'était bien au-dessus. Donc, oui, il était pas là, mais je pense qu'il m'a aidé, en tout cas. C'est sûr. Et après cette victoire, tu continues sur le championnat, donc le WEC. Voilà, le WEC est né donc en 2012 et c'est là que je reçois mon premier gros contrat avec Audi. Mais bon, j'ai expliqué à Toyota que j'allais me concentrer à 100% sur le WEC, je vais arrêter le Super GT. Et eux, ils me font non, il faut que tu restes avec nous. Et donc ils m'offrent une somme intouchable avant. Déjà que je gagnais très bien ma vie chez eux. Et je dis à Benoît, c'est pareil chez toi, ouais, Nissan, il était chez Nissan, il m'offre aussi beaucoup pour rester. Je dis, on fait quoi je dis, on peut pas demander moins à Audi, donc on dit à Audi, écoutez, c'est autant. Ah ouais, ok. Mais bon, comme on a cassé la baraque en 2011, ils ont vu ils avaient comme team d'élite Tom Christensen, Alan McNish, Nino Capello, mais bon, ils arrivaient un petit peu à l'échéance parce ils avaient mis 40, donc il fallait la relève, quoi. Voilà, on était la relève. Et Ben, il me dit, mais fais gaffe, mec, il commence à parler, qu'on demande trop de sous et tout. Je m'en fous, mec. Je veux pas. Et au final, on arrive à avoir ce qu'on voulait et on rentre par vraiment la grande porte. Et à partir de ce moment-là, c'était juste rocket fly parce que on a pris confiance. On avait toute l'équipe derrière nous parce que on avait cette dynamique de s'amuser, c'était pas, mais passer du fun au travail hyper sérieux et impliqué d'une facilité parce qu'on avait une dynamique d'être meilleurs potes, Marcel aussi, on avait Lina et donc on a vraiment une énergie naturelle où il fallait pas se forcer, on n'avait pas d'ego, donc s'il y en a un qui allait un peu moins bien que l'autre, on l'aidait, c'était vraiment une symbiose et on vivait le rêve, quoi. Donc, on avait cet élan, cette énergie de fou et ça nous propulsait. Et partout où on allait, que ce soit des courses, des essais, des événements marketing, on se marrait, quoi. On était une bande de potes qui vivaient vraiment le rêve. Et ouais, c'était je pense, les meilleures années de sport auto qu'on a Tu vécu. continues à rouler au Japon aussi. Oui, et là, je devais prendre une décision, en fait. Et je dis, bon, ok, allez, j'arrête le Japon, j'ai assez roulé là-bas. Je vais me focaliser sur le WEC, championnat du monde. Et je ressens que je suis un peu... je suis pas trop bien avec cette décision parce que j'ai vécu tout le temps là-bas, j'avais pas trop de potes en Europe. Je regarde le calendrier et je me dis, je crois qu'il y a moyen de faire les deux, là. Et j'appelle Audi, je dis, écoutez les gars, je suis pas à l'aise, moi j'ai envie de continuer la monoplace, c'est important pour moi et je pense que ça me garde bien affûté. Donc ça, c'est après avoir négocié le gros contrat. Oui, voilà. Tu rajoutes ça sur la table. Mais en fait, ouais, ça c'est... ouais, peut-être, oui. Mais bon, c'était plus pour le Super GT qui avait des bons salaires. La Super Formula, c'était un peu en extra où tu prenais juste les primes de course. Mais bon, le package, je le faisais quand même. Enfin, soit, je dis à Audi, ouais, écoute, tu peux continuer tant que c'est nous la priorité, pas de problème. Donc, je rappelle l'équipe au Japon. Je dis, écoutez, j'ai moyen de rester, parce qu'eux, ils étaient dépités que je m'en aille. Et il me fait, ouais, il y a pas de problème. Si tu dois louper une course, on te prend quand même. Et donc parce que 2011 j'étais champion aussi en Super Formula, c'était une super année pour moi, je gagne le Manche, champion en Super Formula et donc c'est Toyota versus Audi à qui tu es le pilote, quoi. En fait, Toyota arrivait en WEC en 2012, mais bon j'étais chez Audi, quoi, mais je roulais pour Toyota au Japon et avec les mêmes patrons, c'était marrant. Et donc je suis arrivé à faire le double programme et c'est top parce que Audi me payait tous mes voyages, donc le team au Japon ça leur changeait rien, ils avaient pas le budget pour faire ça et je faisais vraiment le jet set entre l'Europe et le Japon, mais je vivais à du 1000 à l'heure, mais ça m'allait très bien, j'adorais, quoi. Et mais parfois c'était limite, hein. Je me souviens une fois j'ai atterri le vendredi, le jour des essais libres. Il y avait des essais libres à midi et j'ai atterri à 6h ou 7h du mat avec un vol de nuit. Je dis bon, je vais quand même passer à l'appart, faire une petite sieste, je suis mort.
Et je dors Là, t'arrives au Japon. J'arrive au Japon dans mon appart et la course était à Fuji, donc c'est 1h30 de route. Je me réveille. Euh, les essais c'est dans 1h15. Je réfléchis pas, je cours, je dans la bagnole, je suis à fond, je roule comme un taré pour essayer de faire les essais. T'avais quoi comme voiture à ce moment-là? Une Audi R8. Donc tu l'as bien poussé. Bien poussé. J'arrive dans le paddock, ils essaient de m'appeler tout le temps. Je dis c'est bon, je suis en route, j'arrive. Je dis mais ils étaient en stress. Et je rentre dans le paddock, je gare la caisse près du camion. En sortant de la voiture, je vois à travers le garage qu'ils sont déjà en train de s'aligner pour passer pour débuter la séance d'essai. Le truc est interdit quoi. Enfin normalement t'arrives la veille, tu te mets dans la voiture tranquille, les meetings. Je cours dans le camion, je mets tout, les sous-vêtements, la combi, le casque, tout. Je cours dans le box et ils rigolent, les mécanos. Mais j'ai tellement confiance à tout là-bas, tout était minutieux, la combi prête, les règles, les ceintures, tout déjà réglé, les rétros, il fallait pas faire de check, ils étaient tellement perfectionnistes. Jump dans la caisse, il met la ceinture, boum, je sors, je fais deuxième à la séance et la course, je la gagne, quoi. Donc, c'était marrant. C'est à cette course-là, d'ailleurs, que t'es le plus régulier aussi? Oui, c'était une course où je pense que j'ai fait les 25 tours. Elle était un peu plus courte. C'était un Grand Prix différent. Et je fais 25 ou 27 tours dans une fenêtre de 3 dixièmes. Donc, mais beaucoup de tours avec une différence de juste 2 dixièmes. La dégradation de pneus était tellement constante et le gain de perfo avec l'essence qui diminue, pareil. Et j'ai réussi à faire le même chrono pendant comme une horloge. C'était dingue. Mais ouais, ça montre que j'avais une top voiture pour faire ça. Donc voilà, je faisais les deux programmes. En 2012, je sais plus, j'ai dû louper une course ou deux. J'ai loupé quand même quelques championnats à cause du double programme au Japon, mais bon, ça me changeait pas ma vie. C'est sûr que j'aurais pu avoir 2 titres en plus. J'ai loupé 3 fois le titre à cause de la règle ex aequo. Donc j'ai fait 2 ou 3 fois j'ai fait ex aequo au Japon et parce que j'étais derrière mon concurrent à la course ou à la dernière course, et c'était ça la règle. Ça se jouait pas aux victoires. Une fois, j'ai même assisté parce que je faisais la course à Shanghai en WEC le samedi et j'ai pris l'avion de Shanghai à Tokyo. Je suis allé voir la course le dimanche, mais j'étais pas qualifié parce que j'étais pas là. Je regarde mon remplaçant et tout et je devais être 4. Je sais plus. Il fallait que le mec qui joue le championnat fasse pas mieux que 4 ou 5. Ou je sais plus, enfin soit, et il y a un mec qui se met dans le bac et ça change tout et je perds le championnat. Et donc tu as assisté en live? J'étais là, j'étais champion pas champion, spectateur, c'était horrible. Mais bon, c'était... tu te sens impuissant quoi. Ah ouais, mais bon, au final, j'étais quand même dans une top situation. Puis cette année, vous gagnez le WEC avec Audi. Champion du monde en 2012. Plus Le Mans. Ouais, Le Mans, ce qui compte pour double point. Donc, quand tu gagnais Le Mans, évidemment, tu avais des bonnes chances pour gagner le championnat du monde. On était les premiers champions du monde, en 2012, à l'inauguration de ce championnat, voilà. La grande classe, quand même. Ça, ouais, champion du monde, c'est cool. Bon, Le Mans, c'est quand même la plus grosse part du gâteau, mais c'est quand même sympa. Là, en fin d'année, t'as la soirée FIA avec les champions du monde F1. C'est quand même une grosse reconnaissance. Il y a eu une petite émotion parce que je crois que je sais plus si c'est au Mans, mais Marcel Fassler, il a eu un crash. C'était 2000... C'est 2012, je crois, non? 2012, ouais, exactement. 2012, ouais, on était bien en tête. On avait, je pense, 40, 50 secondes d'avance. C'était autour de Marcel. Et pas un crash, il fait un tête à queue au Porsche. Et j'entends à la radio, quand c'est ton tour, après, t'es toujours un peu avec la radio, t'apprêter. Et là, j'étais un peu trop relax. J'étais dans la loge en haut, je mangeais un peu des pâtes. Normalement, je devais être dans le garage, à moitié casqué déjà. Et j'entends sa voix en panique. Hey, spin, I touch the wall. Je fais un tête à queue, j'ai un peu touché le mur.
je lâche mes pattes, je cours dans le garage, je me pose pas de questions, je mets mes oreillettes, le casque, tout, je vais vers la voiture et Marcel était déjà en dehors de la voiture en étant debout, on savait pas trop quoi faire, il y avait personne qui était là pour mettre les pneus ou changer de pilote, donc je jump dedans, ils ont réussi à mettre de l'essence mais pas changer les pneus, ils étaient pas prêts, et je pars et tout notre avantage parti quoi, et je me retrouve avec c'était McNick, j'étais juste derrière moi, c'était la nuit. Début de la nuit, et là je donne tout ce que j'ai, et c'est pas facile avec des pneus qu'on fait je sais pas combien de relais, au moins pour ce relais là, et j'arrive à creuser un petit écart 5-10 secondes, et on passe la deuxième chicane, et c'est là qu'il y a 3 safety cars au Mans, et il y a eu un accident je sais plus où, je passe la chicane et je vois le safety car qui accélère, mais j'arrive à juste passer devant. Et donc, il sépare McNish et moi. Et donc, du coup, on reprend un tiers de tour par chance, mais aussi par mérite. Et ça montre que c'est peut-être une course d'endurance, mais chaque seconde compte. Et chaque seconde de perdu, tu la rattrapes pas. Et ça montre qu'il faut toujours pousser, parce que ça nous a sauvés, ça nous a creusé un écart. Parce qu'on avait un petit problème technique dans la voiture. Et on n'était pas aussi perfo que les copains. Et donc ça nous a donné un peu d'air à respirer le long de la course, mais c'était tendu quoi. Ouais, parce que juste pour expliquer pour les auditeurs, les safety cars divisent en fait le circuit en 3 portions. Oui. Donc si tu passes devant, forcément t'as plus accès à cette portion-là, et donc la voiture derrière a pris du retard. Voilà, ils font ça pour éviter que des voitures aillent trop vite à essayer de rattraper un seul safety car pendant qu'ils essayent de ranger la piste de l'accident. Voilà. Ouais. Donc là, victoire en WEC. 2011, 2012, donc ça continue à bien monter. Et 2013, ça suit son programme, sauf que là, il y a l'alternateur qui casse, on était en tête. Trop dommage, parce que je pense que ça aurait été aussi la chance d'avoir une 3e victoire d'affilée. Mais la technique l'a pas voulu, c'est les copains qui ont gagné. Après, on a changé la pièce, on a rattrapé 1 ou 2 tours sur la course, mais bon, c'était mort quoi. C'était mort. Et 2014, c'était une saison assez intéressante, parce que tout le championnat a changé. Les voitures sont devenues 4 roues motrices avec l'hybride, beaucoup plus efficaces. Mais beaucoup plus complexe aussi. T'avais plus de 1000 chevaux, je crois, sur ces Ouais, on avait quasi 1000 chevaux sur les 4 roues avec l'hybride et le combustible, en accélération en tout cas, pas tout le temps. Donc c'était vraiment des caisses technologiquement assez impressionnantes, mais complexes aussi. Et la Toyota était très forte. Je pense que c'est eux qui devaient gagner normalement, mais ils ont un problème avec un faisceau électrique qui a brûlé, donc on se retrouve en tête. Enfin, on se bagarrait, mais bon, ça nous a quand même facilité la tâche. Et puis, il y a eu un problème avec le turbo, gros problème. On rentre, on doit changer, ça prend longtemps. Trop dégoûté. C'était les copains qui étaient en tête. Christensen allait gagner une 10e fois. Je dis, putain, lui, il a vraiment de la chance au moment, quoi. Bon, il a du mérite, mais il faut aussi un peu de chance. Et bim, le même problème à eux. Donc du coup, comme on était devant eux, ils ont pris le même temps de réparation, et on s'est retrouvé devant, et on gagne 2014 quoi. Donc ce qui est notre 3e victoire et ma dernière victoire. 3e victoire, tu commences à te dire à t'habituer, ou tu t'habitues jamais? Non, tu t'habitues pas. C'est sûr que la première c'est spécial, mais regagner le Mans, c'est juste c'est encore peut-être limite plus. Enfin, la première, est de pouvoir gagner ça 3 fois, tu te dis que c'était pas un coup de chance, quoi, et que tu fais vraiment partie de certains pilotes légendaires. Et c'est quand même la plus grande course du monde, et de pouvoir gagner ça 3 fois, c'est ouais, t'essayes de t'en rendre compte, mais c'est pas facile. Tu continues cette petite vie entre Japon, Europe. Oui. Malheureusement, en 2016, t'as le programme Audi qui s'arrête. Exactement. Vraiment par choc. Bon, moi, je me voyais chez Audi toute ma vie. C'était ma maison. Je me sentais à l'aise. J'avais re-signé un contrat de 5 ans, ce qu'ils ont jamais fait, parce que comme je roulais pour Toyota au Japon, quand mon contrat a terminé, je me retrouvais dans un onsen c'est un spa à l'hôtel pour la course de Fuji, à côté du boss de Toyota, tout nu dans le spa à discuter, en train de prendre sa douche sur les petits tabourets japonais. Je fais ouais, c'est la fin de mon contrat cette année.
Ah bon? Ok. Enfin, oui, bon, on peut discuter. Bon, je pense que je vais rester, mais on sait jamais. Tu l'as joué malin quand même. Et il me fait, oh, ok, ok. Et il m'offre un truc top. Et donc, moi, je vais voir Audi et je dis, écoutez, bon, je le laisse parler. Il me fait, ok, ça va être comme ci, comme ça. Je dis, ouais. Ouais, mais il y a une offre de Toyota là. Ils font pas mal quand même. J'aimerais bien que vous faites des efforts. Et ouais, ok. Mais ça, avec le board et tout, je peux pas. C'est au-dessus de nous. Je dis, ouais, mais bon, faut me comprendre aussi. Il y a un marché. Ok, ouais. Comment on peut faire? Je dis, bah, on peut peut-être faire un contrat de 5 ans et sur la durée, on peut y arriver à ce qu'ils m'ont offert. Ah oui, ça, je peux essayer de faire. Ça, je peux travailler sur les budgets. Et donc, on signe, on serre la main. C'était à Tokyo avec le docteur Ulrich dans un hôtel. Et il m'a dit, félicitations, on n'a jamais signé un pilote pour autant d'années, 5 ans, et on n'a jamais payé autant quelqu'un. Donc, bien joué. Bon businessman. Bon business. Et ouais, je ressors du rendez-vous, je faisais des bons, évidemment. C'était pas qu'une question d'argent, c'était vraiment le challenge d'avoir réussi à négocier et d'être au top, quoi. C'est le jeu un peu qu'il y a de négociation aussi. Oui, parce que ça te donne un peu ta valeur aussi, ce que tu vaux, et que ce soit accepté de l'autre côté, c'est aussi un genre de remerciement, parce que l'autre salaire ou l'un, c'était bien déjà. Mais le fait de pouvoir passer à une barre au-dessus, mentalement, pour moi, c'est quelque chose, ça me satisfaisait aussi. C'était comme, je sais pas, c'est comme un ranking, tu vois. Et donc, je re-signe chez Audi. Et il y a eu le scandale du diesel et tout ça. Et on a vite compris que ça sentait pas bon. Et donc, ils ont annoncé l'arrêt. Et moi, je l'ai vraiment mal vécu parce que j'étais avec les copains, avec Benoît, et on vivait le rêve, quoi. Donc, pas facile à avaler. Et je me souviendrai toujours, la dernière course, c'était à Bahreïn, le jour de mon anniversaire. Et j'avais l'option de rester chez Audi, de passer en DTM. Et puis Toyota est revenu tout de suite à l'assaut parce qu'il savait que Audi ça s'arrête, et il m'offre encore un meilleur truc, quoi. Et Porsche aussi, ils voulaient de moi, mais Porsche ils m'offraient pas pareil. Mais moi, je sais pas, dans ma tête, dans mon envie, dans mon petit rêve d'enfant, rouler pour Porsche, c'est quand même le mythe, quoi. Ça, c'est aussi lié à on y reviendra après, mais à ta passion pour l'automobile au-delà du sport auto. Voilà, là, j'ai grandi autour de Porsche, mon père préparait des Porsche, et bon, Porsche, c'est Porsche, quoi. Et Porsche au Mans, c'est comme rouler en F1 chez Ferrari, quoi. Et c'était quand même une top équipe. Ils ont gagné le Mans 3 fois, dès leur, bon, ils ont gagné en 2015 et 2016. Donc c'était sur papier, c'était pas mal, quoi. Donc moi j'ai fait un peu abstraction à l'offre que j'avais de Toyota et mon passé chez eux aussi. J'ai un peu vu le rêve Porsche, et donc je vais chez eux. Mais début pas facile parce que la voiture complètement différente à conduire. Et j'ai vraiment dû réapprendre à conduire, ce qui était pas évident parce que l'Audi, elle m'allait comme un gant. Je me dis, bon, une Hôtel MP1, ça va pas être le jour et la nuit, mais carrément le jour et la nuit, quoi. J'ai vraiment arraché les cheveux de la tête pour la faire marcher comme je voulais. Mais bon, j'y suis arrivé, et 2017, on est au Mans, les Toyota étaient un peu mieux, mais gros problème technique. Et on se retrouve en tête avec 45 minutes d'avance à 3 heures de la fin. Je suis là en voiture et le moteur pète. Et les boules. C'est encore une de tes grosses déceptions? Ouais, quand même, parce que ça allait être ma 4e victoire, gagner le Mans avec Porsche. C'était beau, quoi. Mais je me suis retrouvé au bord de la piste. Je pense que ça devait être le record du gars en tête assis au bord de la piste pendant 40 minutes, quoi. Parce que sur le tableau de bord, sur le tableau du classement, j'étais encore en tête. Donc voilà, c'était une pilule qu'il fallait avaler, la première. Et la deuxième, c'était qu'ils annoncent qu'ils quittent le championnat. Parce que moi, j'ai signé pour 3 ans en se disant, bon, voilà, je continue en proto au Mans. Et je fais que 1 an chez eux, donc ça c'était pas facile. Donc j'ai vraiment dû me réorganiser. Et quand t'as passé des années
dans des teams d'usine et tout. C'était la belle vie quand même. Et tout d'un coup, je me retrouve sans ça. Bon, Porsche, ils m'ont gardé en contrat, mais à pas faire de course, juste un contrat stand-by. Donc j'ai dû, et à tarif réduit. Donc j'ai dû vite trouver une solution. Et heureusement, j'avais l'opportunité de rebondir chez Rebellion. Toyota, c'était hors de question parce que j'imagine qu'ils étaient un peu vexés. Voilà, ils étaient très vexés parce que, voilà, dans leur orgueil, ils m'offrent un truc au-dessus de vraiment de tout. Et faut que j'avoue quand même que quand Porsche a arrêté et que la Toyota a continué, qu'ils étaient plus perfos et qu'ils gagnaient Le Mans les doigts dans le nez, ouais. C'était dur, quoi, parce que c'était des victoires potentielles pendant 3, 4, 5 ans. En plus, je sais pas, aujourd'hui, j'ai 3 victoires. Peut-être qu'on serait ici... T'en aurais près de 10, quoi. Pas 10, 8. mais peut-être 6 ou 7 potentiellement, parce qu'ils ont continué à gagner. Je sais pas dans quelle voiture j'aurais pu être. Mais voilà, c'est un choix que j'ai fait, il faut continuer de l'avant. Mais gros changement dans le sport automobile en général. Ce que j'ai déjà commencé à vivre à partir de 2014, beaucoup l'efficacité, l'hybride, etc. Les choses ont changé très vite pour l'efficacité. Et en parallèle, en 2014, le championnat de Formule E est né. Et vraiment vite monté en puissance puisque le futur des constructeurs automobiles, c'est plus l'électrique et il n'y a pas vraiment d'alternative. C'est le seul championnat à haut niveau qui est électrique. Et bon, au début, ça m'a pas trop intéressé parce que je vivais le rêve au Mans, caisse de ouf, les protos les plus sexy. Bon, la FE... c'est mignon, quoi. Ouais, peut-être pas, quoi. Et... mais j'ai vite changé de vision. Je suis allé voir une course et j'ai vite compris que c'était l'avenir. Et je me suis organisé pour pouvoir rouler dans ce championnat parce que je savais que Porsche allait y aller. Et j'ai dit, il faut que je prenne de l'expérience. Et donc, j'ai fait appel à un manager qui était très impliqué dans le milieu, Julian Jacobi, qui était notamment le manager d'Ayrton Senna et d'Alain Prost en même temps. Donc, toujours le lien avec Ayrton Senna, finalement. Un petit peu, oui. Bon, il y a longtemps, hein, mais quand même quelqu'un d'exceptionnel. Et il a réussi à me mettre dans l'équipe Techeetah. Mais au début, c'était pas si facile parce que Jean-Éric, il avait son mot à dire dans l'équipe parce que c'était une équipe qui était un peu construite autour de lui. Il avait un peu des parts dans le team parce qu'il a misé sur eux et c'était une opportunité pour lui. Et il est venu me voir au Mans en 2017 après que j'ai abandonné à notre fête après la course. Et moi, j'étais trop dégoûté. Et puis il vient me saluer, il me dit ouais, désolé pour ta course. Je dis ouais, je l'ai pas accueilli. Enfin, j'étais occupé avec moi-même, avec ma tristesse, quoi. Et lui, il a dû se dire, mais quel con celui-là. Et donc, il a entendu parler de mon nom pour être son équipier. Il fait, ah non, pas lui. Et puis Julian m'a dit, écoute, c'est un gars bien, tu vas voir. Et on se retrouve à Saint-Tropez à l'anniversaire de Lucas Di Grassi et on passe la soirée ensemble, on se marre, on a tout de suite eu le déclic. Et il appelle le lendemain, c'est bon, on le prend. C'est comme ça que t'es devenu pote avec Jean-Éric Vergne. Oui, du premier jour. Les premiers essais, on a commencé tout de suite à déconner, à bien bosser, mais aussi à déconner, à faire vraiment les enfants, à faire tout et n'importe quoi, mais vraiment, je pense qu'on est deux personnes très différentes, mais on se rejoint facilement et on se complète pour faire une bonne équipe de choc, quoi. Et donc là, j'ai bien rebondi. Au Mans, chez Rebellion, c'est clair que contre les Toyota, il n'y avait pas de chance, mais ça me permettait de rester actif. Et là, j'ai eu la chance aussi par hasard, me partager, ou d'avoir le même ingénieur chez Rebellion et chez Techeetah en Formule E. Il faisait les deux championnats, Fabrice Roussel, avec qui je bosse aujourd'hui encore en Formule E chez Porsche, parce que après mes 2 ans chez Techeetah, je l'ai emmené avec moi chez Porsche, donc on a vraiment une top relation et on bosse trop bien ensemble
Et donc voilà, je me suis super bien rebondi dans un top team en Formule E et des chouettes années avec Jean-Éric. C'était que 2 saisons, mais on a encore pas de maintenant. Voilà. Et au début, j'imagine que les débuts, quand t'as un moteur qui est silencieux, c'était pas un peu compliqué, toi qui venais de voitures ultra bruyantes? Le silencieux, j'ai un peu pris goût avec le diesel chez Audi. Ouais. Elle faisait pas énormément de bruit, mais bon, ce qui était plus compliqué, c'est que après ma première course à Hong Kong en Formule 1, j'éteins même pas la voiture. Je la garde dans le garage, et puis c'était une course pleine d'événements. J'ai rien compris à ce qui se passait. La Formule 1, c'est un monde tellement différent. J'ai même pas éteint la voiture, ce qui est dangereux parce que tu pousses la pédale d'accélérateur, la voiture elle avance quoi. Je ferai une grosse pénalité, mais c'est des choses où t'as l'habitude d'éteindre le moteur quoi. Mais là je me suis arrêté, je suis sorti de la voiture. En parlant de Jean-Éric, tu sais, je t'avais expliqué à la base, je voulais qu'on enregistre un épisode tous les 3, parce que tous les 2, je pense que ça doit être un petit cocktail assez magique. Camille Guicas a œuvré en silence pour que ça se fasse. Sauf qu'en termes d'emploi du temps, c'est quand même assez compliqué. Qui sait, on peut dans le futur peut-être Mais le faire. on y arrivera, c'est sûr qu'on y arrivera. Tu parlais de Porsche. J'étais avec Régis Mathieu hier, tu le sais, qui est un de tes copains. Toi, t'as aussi quelques Porsche. T'es passionné par les autos au-delà du sport auto. C'est quoi un peu ce qu'on peut trouver dans ton garage? Grand fan de Porsche. Un peu à travers mon père qui avait des Porsche dans son team et j'ai grandi là-dedans. Donc il y a pas que moi qui aime les Porsche, je pense. Donc voilà. Donc tu demandes à un enfant de dessiner une voiture, je pense la 911, ça elle ressort souvent. C'est sûr. Ma première Porsche de collection, j'ai commencé à m'intéresser aux voitures de collection avec un peu d'influence de gens qui étaient proches de moi et qui m'ont donné un peu confiance à ces histoires. C'est une 2 litres 7 RS que j'ai achetée au Mans Classique. Après la vente aux enchères, elle n'a pas été vendue aux enchères, mais je l'ai repérée et puis on m'a dit elle n'a pas été vendue, elle t'intéresse? Je dis ouais. Et c'est une restauration qui a duré hyper longtemps. Donc elle est ici, elle est en couleur orange sanguine, restaurée à 100%, d'un gars qui a fait vraiment un top boulot à Rennes en France, Hervé Classique, et il me l'a refaite. À Rennes en Bretagne? Oui. Je viens de cette ville, c'est pour ça. Ah ben voilà, donc si tu y retournes, c'est vraiment un chouette atelier parce qu'il est aussi assez stylé. Son atelier avec une verrière, avec des voitures un peu en display, que en noir et blanc. Franchement, top clean l'endroit parce qu'elle était dans de mauvaises mains. Elle a passé 10 ans. Elle était chez des gars que j'aimais pas leur boulot, chez des autres gars que j'aimais pas leur boulot. Et puis, je l'ai amené chez Porsche Classique, mais entre nous, je pouvais pas me le permettre, c'était trop. Et là, j'ai trouvé le bon deal chez eux. Donc là, j'ai la 2 litres 7 RS, j'ai ma voiture de rêve que j'ai vue quand j'avais 18 ans. Et je me suis dit, un jour, il me faut cette voiture. C'était vraiment un but dans ma vie. La Carrera GT. Donc, il y en a une là. C'est ma deuxième, une noire. La première était grise. Okay. Que j'ai crashé à Spa, malheureusement. C'est vrai? Ouais, c'était un Porsche Days. Mon pote me dit, allez, viens, on va au Porsche Days. Ouais, ok, on y va. Mais j'ai un problème avec l'embrayage. Donc, s'il patine pas, on y va. Je prends la route, il patine pas, ça va. On regarde les voitures. Allez, viens, on va faire un tour. Ok, bon. Allez, je sors en bas du Raidillon, je monte, je fais le tour, tout se passe bien. Je fais la source, je descends, il y a un léger gauche pour le Raidillon et pour prendre la droite là. À peine je tourne, la voiture en tête à queue. Je me dis merde, il se passe quoi là? Et puis je me rends compte, merde, je suis en danger là. Je suis pas dans une voiture de course. J'avais un casque et j'ai réussi à garder la voiture droite en marche arrière, les freins bloqués et j'ai juste tapé l'arrière, mais ça a bousillé la caisse, le berceau moteur. C'était une des pires journées de ma vie. C'était franchement horrible quoi, parce qu'il y avait la course du jeu de WEC en 2017, non 2016. La semaine d'après, il y avait encore mes traces. Oh. Et en fait, il y avait 2 voitures qui sont touchées. Ils ont eu un petit crash ou une voiture, en tout cas, elle a perdu son liquide de refroidissement. Il y a un gars qui a filmé, on a vu parce que moi j'ai pas compris. Et il y avait même moi j'avais pas vu avec le soleil, il y avait pas de drapeau, pas assuré du coup sur le circuit non plus parce que tu signes une décharge. Donc j'ai vendu ta pomme. Ouais, mais la voiture a tellement augmenté en valeur.
Je l'ai acheté 250 000, mais à ce moment-là, elle valait déjà 500 000. Mais je l'ai vendu 230 000 accidenté. T'as pas perdu ton argent. J'ai pas trop perdu, donc mais il me manquait ma voiture. J'ai décidé de pas la réparer et j'ai suivi le marché beaucoup et après 1 an et demi, j'ai vraiment trouvé une bonne occasion et j'avais les sous pour le faire. Donc la KRGT, 2 litres CTRS, une 964 Turbo Look cabriolet, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est assez rare. Je l'ai acheté pour la couleur, vert, très beau vert avec l'intérieur beige. Donc, je pense qu'elle doit plaire à Régis, celle-là. Et voilà. Mais c'est cool, j'ai des voitures. Ah non, on se partage une voiture, une 2 litres CTRS, mais j'ai des Porsche qu'il a pas. Et moi, lui, il a des Porsche, beaucoup plus de Porsche que. C'est qu'il me parlait justement de 2 litres CTRS parce qu'il m'explique que la sienne n'a jamais été restaurée. Elle est full origine. Et il me disait que quand elles sont pas restaurées, elles sont plus, je cite ces mots, caramel. C'est-à-dire plus facile à emmener que quand elles sont restaurées, elles ont ce côté plus rude. Oui, je l'ai expérimenté moi-même. On est allé faire un petit tour et il m'a permis de rouler avec. Et c'est vrai que tout est hyper facile, léger, smooth, quoi. Smooth, l'accélérateur smooth, ça va tout seul. Et bon, la mienne, je pense que j'ai encore fait quelques bornes, mais c'est vrai qu'il a la chance d'avoir d'avoir collectionné les Porsche très tôt et d'avoir des voitures dans leur jeu. Moi, après, j'aime bien les deux, mais je trouve ça très beau quand une voiture est flambant neuf avec des belles pièces, limite plus belles qu'à l'époque avec les technologies de restauration d'aujourd'hui. Moi, j'aime bien, mais les deux sont top. Donc tu pourrais t'acheter une Singer un jour, ça pourrait te plaire ça? Non, pas vraiment. C'est beau, c'est très beau, mais je sais pas, c'est trop. Si je me fais une backdate, ce serait plus une 911 des années 70 à 820 kilos, 830 kilos avec un moteur à papillon de course avec guillotine à 330 chevaux, un truc hyper rade quoi, ouais. Sans tapis, avec un truc, une caisse de course pour la route quoi. Ça serait plus mon délire, un peu plus brut parce qu'une Singer c'est quand même assez confort, c'est bourgeois un peu, ouais. Ouais, et moi je préférais avoir un truc un peu plus agressif, ouais. Ouais, mes caisses elles ont pas de silencieux, ma KRGT c'est ligne directe en montant à des kilomètres, donc là voilà, il y a 3 Porsche, mais j'ai un 356 Speedster qui arrive, donc celui-là il faut que je le montre à Régis pour me dire que c'est là en or parce que lui il connaît vraiment tout. C'est clair. C'est incroyable, c'est une encyclopédie. Parce que oui. Ce qu'il a eu direct. Et bon là il y a une Audi Sport Quattro aussi. Elle est magnifique. Ça c'est vraiment une caisse de fou. En plus elle a 480 chevaux, donc c'est la caisse la plus brutale qui a. Tous les gens qui l'essayent sont vraiment bluffés parce que ça quand t'es en 3 et que le boost il commence à monter. Ça monte, elle est très légère, donc les gens ils en reviennent pas quoi. Mais ouais, aussi un petit bijou. Et j'avais une 964 3 litres RS 3 litres 8, il y en a que 50 que je voulais garder, mais elle a tellement monté en valeur que bon, c'est aussi un petit peu des investissements. C'est voitures que je collectionne, mais c'est aussi un peu une façon d'investir et d'avoir une sécurité. Ouais, quand tu te sépares d'une, c'est aussi pour en acheter d'autres derrière. Voilà, ça m'a permis de faire autre chose. Voilà. C'est quoi un peu les prochaines que tu as en tête? Là, j'ai un peu la tête pour une 962, une groupe C. J'aimerais bien, avec un ami, acheter une groupe C pour faire quelques courses comme ça. C'est l'époque groupe C, c'était quand même magique et c'est une voiture qui est assez simple à entretenir et à faire rouler. Et ouais, c'est vraiment la voiture les plus sexy, je pense. Et pas de Ferrari pour faire une petite dédicace à Camille Dicasse? Pas encore. J'ai failli en acheter une avant qu'elle s'enflamme au Japon. J'ai serré la main avec un vendeur au Japon pour une F40. Gros regret, je l'ai pas fait parce que j'ai fait mes recherches au Japon, fallait l'importer. 20% de taxes, 10% d'import, et donc chaud quoi. Moi je jouais toujours un peu avec mes contrats. Je sais ok, elle était à $500 000, ce qui faisait 370
1000 euros, ce qui est aujourd'hui et rien par rapport à et la valeur. rien par rapport à la valeur, donc je regrette. Mais je prenais confiance dans ce milieu et bon, j'aurais dû foncer ou plus pousser pour le faire. Mais je me suis dit bon, ok, je vais pas prendre celle-là, je vais en prendre une en Europe. Autant pas faire toutes ces importations, mais ça a été tellement vite, c'est passé à 500 000, 550, 600 à chaque fois que je téléphonais à quelqu'un, c'était trop quoi. Tu l'as déjà roulé un peu? Tu l'as testé? Je l'ai testé et ça m'allait bien, mais après j'ai jamais vraiment pu tirer dedans Ouais. pour voir comment ça marche. Parce que si tu veux, j'en ai discuté avec Camille Guicas. C'est son rêve aussi d'avoir une F40 pour ses 40 ans. Mais ce qu'elle m'expliquait, c'est que son père, donc Jean Guicas, lui, est pas fan de la conduite de la F40. Il trouve qu'il y a des bien meilleures caisses, notamment chez Ferrari, que la F40. Ouais, il doit connaître un peu plus, hein, il les a quasi tout essayé. Ouais, c'est clair. Je peux pas échanger avec lui. À Goodwood, j'ai roulé avec une 250 short wheelbase en course. J'ai bien amusé, mais bon, c'est les années 60. J'ai une F40, faudrait que j'essaie. J'ai un pote qui en a une, il faut que je lui demande. Mais beaucoup de gens disent que c'est assez impressionnant et brutal. Violent, ouais. J'ai souvent entendu ça. André, pour finir un peu ce podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ce soit au niveau sportif, au niveau personnel, au niveau collection? Bon, sportif, bon là je suis en Formule E, c'est un championnat qui se passe très bien pour moi chez Porsche, mais il y a le retour de Porsche au Mans, donc il y a des décisions à prendre, que ce soit dans une direction ou l'autre. Les deux challengent sportivement, c'est bien. Idéalement, ce serait les deux, mais je pense que c'est compliqué. Donc là, il y a une voie à choisir, mais franchement, je suis content. J'ai 40 ans. Et je continue toujours C'est incroyable. au top niveau. Je crois qu'il y a que Alonso qui, à ce niveau-là, qui continue aussi. Bon, encore plus haut en F1, évidemment, il faut le dire. Donc, mais bon, j'ai l'intérêt de continuer encore minimum jusqu'à mes 45 ans à un haut niveau. Après, je sais pas si je vais continuer à des niveaux plus bas, mais au moins, je pense, c'est ma passion, c'est ma vie, c'est mon existence, c'est ma raison d'être, quoi. Et aussi, je transporte toujours avec moi tous les sacrifices que les gens ont fait pour moi pour que je réussisse, et c'est quelque chose qui me fait toujours avancer, et ouais, j'ai pas d'autres business, donc j'ai pas vraiment de parachute, donc c'est quand même en parallèle aussi mon gagne-pain, et donc voilà, j'aimerais bien continuer le plus longtemps possible. Tu penses même pas à l'après, finalement? T'es pas en train de te dire non, je focalise toute mon énergie sur le maintenant, puisque ça va créer l'après, puisque c'est le présent qui te crée ton futur. Mais bon, il faut y penser un petit peu, mais je sais pas trop. Mais en tout cas, un truc dans les bagnoles. J'aimerais bien. Bon, mon rêve idéal, ce serait avoir un grand hangar super cool avec un atelier de restauration, un coffee shop, une galerie d'art, un peu de musique dans une chouette ville, une petite marque de fringues, et avoir un atelier comme ça où les gens viennent passer du bon temps. Après, si c'est lucratif, je sais pas, mais ce serait mon rêve le plus cool, on va dire. Mais après, j'aimerais bien rester j'aime bien les voitures classiques, il y a énormément d'événements historiques, peut-être faire quelque chose autour de ça. Mais rester peut-être aussi impliqué avec Porsche professionnellement, peut-être en tant qu'ambassadeur, mais plus impliqué pour soutenir le team directement sportivement. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien, mais bon, j'aimerais bien que ça se passe le plus tard possible, parce que c'est derrière le volant que je préfère être. Bon, personnellement, voilà, je suis fiancé, donc là, les choses avancent. Quoi d'autre? C'est ça, hein, c'est tout. C'est déjà super. C'est déjà super. Voilà. Non, en tout cas, merci beaucoup, André, pour ce moment. C'était trop cool. Et puis, je pense qu'on a pris rendez-vous, donc je ne sais pas quand, mais on fera un épisode en trio avec Jev. Ouais, ce serait vraiment cool, et merci. C'est la première fois que je fais un podcast aussi complet sur ma carrière, avec autant de détails. Bon, donc Je pense que ça va merci régaler à vous. plein de monde. J'espère, voilà. Bon, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup plus de petites histoires, d'anecdotes, mais faut écrire un livre, quoi. Mais justement, je pense que le duo, ça marchera bien pour sortir des petites anecdotes. Je pense qu'il y aura des belles bêtises qui sortiront, je pense. C'est sûr. À bientôt, André. Ciao. Ciao, merci.